Je t'entends pas. Il faut peut-être que tu… Voilà, c'est bon. Là, je pense Ah, que je vais t'entendre. c'était mon son qui était pas bon. Alors, j'ai tout dit ça pour rien, personne n'a entendu. C'est ça. Voilà Si, la on a beauté. regardé ton visage. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous étiez en train de regarder, de lire sur mes lèvres. Alors, voilà, c'est parfait. Voici, c'est ça aussi la vie. Alors, je recommence. Bienvenue à tous. Merci d'être là. J'espère que le son est bon cette fois-ci. Je comprends pourquoi personne ne me répondait, personne n'entendait. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Evelyne Desrochers. Je suis une éveilleuse de conscience. J'enseigne la pleine conscience en accompagnant des gens en privé, en organisant des retraites de pleine conscience. J'ai une communauté aussi en ligne et je suis en train de développer une formation, un programme en ligne qui va sortir en septembre. Ce matin, j'ai le privilège d'avoir un ami à moi très précieux, qui est un grand sage pour moi, qui a bien intégrer les enseignements de la pleine conscience et grande intelligence, très belle maturité. OK, pas tout le temps, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de ma vie. Donc, ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que ça prend un peu de folie pour être autour de moi. Mais Edmond est un grand homme et j'avais envie de vous le faire découvrir. Alors, sans plus tarder, Edmond, si tu veux bien te présenter, merci beaucoup d'être là. Et bonjour tout le monde, et je suis vraiment content. C'est une belle opportunité que tu m'offres pour parler de la vie, pour parler de moi, et comme j'aime ça, donc je suis vraiment content de… je suis vraiment content. Donc, ben, je vais me présenter, je vais me présenter rapidement. Donc moi, euh, pour me présenter, je vais essayer d'expliquer un peu mon parcours de vie. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest, et on va dire que la pire des températures quand il fait vraiment froid, c'est 20 degrés. Ensuite, je suis venu en France. Je suis venu en France à l'âge de 7 ans, où la pire des températures, c'était allez, moins 1 degré. Et aujourd'hui, je vis au Québec, À Québec, où en plus. on Donc, peut à, à Québec en plus, où on peut atteindre les moins 20, moins 25. Ce que je euh, veux vous dire par là, c'est que plus même des fois, hein, tu es généreux, moins 20, parce que Québec, des fois, il fait moins 30, moins 35 environ. Là. Mais ça, je pense que c'est ton cerveau qui ne veut juste pas le capter, que des fois, ça va jusqu'à cette température. c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que ben, quand je vois mon parcours de vie, on peut dire que ben, dans la vie, il y a rien qui est prévu. Les… Et donc, pourquoi je suis arrivé ici? C'est parce que quand j'étais en France, j'avais une agence où je m'occupais de sportifs de haut niveau, puisque moi, je suis formé à la préparation mentale et à la performance. Et ça roulait assez bien, mais j'étais dans un monde assez factice où, comment dire, j'étais souvent en voyage, j'étais très peu présent pour ma famille. Et donc, ça commençait à me poser un problème parce que je ne voyais pas mes enfants grandir. Et j'ai voulu arrêter ce travail. Sauf que dans le milieu, quand tu es connu, c'est très difficile de disparaître. Et j'ai eu une très belle opportunité de venir ici pour justement m'occuper d'un sport-études et puis une équipe de soccer. Et j'en ai discuté avec ma femme et j'ai dit, écoute, le meilleur moyen de repartir à zéro, c'est peut-être qu'on change d'environnement, parce que dans cet environnement-là, euh, nous avions une vie qui faisait qu'on se séparait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu vivre ici, pour essayer de justement favoriser ce côté familial et en même temps le côté professionnel. Donc voilà un peu en quelques mots, la phrase qui me définit le plus, moi, c'est, comment dire ça, la famille est vachement plus importante parce que dans mon enfance, moi, je n'ai pas eu la famille. Donc j'accorde une grosse importance à la famille. Et depuis que je suis au Québec et à Québec, ben, j'ai réussi un peu à allier ça puisque ça se passe très bien, mon intégration en tout cas. Oui, génial. Ça va faire 5 ans. Ça fait un peu plus que 5 ans. C'est ça que vous êtes arrivé ici au Québec? Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ça va te faire rire, mais je suis arrivé un an avant tout le monde parce que ben, il fallait que je puisse préparer le terrain.
Ouais. Et je me rappelle quand je suis arrivé, le premier hiver, jusqu'au 24 ou 25 décembre, on pouvait être encore dehors, il neigeait pas, il faisait vraiment bon l'année où je suis arrivé. Et donc, ben, moi, j'écrivais en disant, oh, le Québec, c'est qu'une légende, il fait vraiment bon. Et je disais à ma famille, vous inquiétez pas, l'hiver, je l'ai passé les doigts dans le nez. Et quand ils sont arrivés, ben, il a fait très, très froid. Donc, ils ont cru un peu que j'avais menti pour pouvoir leur donner envie de venir. Alors que cette année-là où j'étais arrivé, c'était en 2015. Il a vraiment fait très bon le mois de décembre. Oui, il y a des années ici, là, c'est vraiment spécial dans les dernières années, comment les saisons sont décalées, puis des fois en plein hiver, il fait chaud, puis l'été, des fois, on gèle. C'est assez particulier comme climat ces dernières années, là. C'est vrai. Mais comme je te dis, tu sais, quand tu vas quelque part pour les bonnes raisons, le climat, tu t'en fous. C'est pour ça que je te disais dans ma présentation, en Côte d'Ivoire, quand il fait froid, c'est 20 degrés. Donc, et aujourd'hui, je me retrouve à être à Québec, où là, il fait vraiment des températures négatives. Et je me sens bien. Parce que la raison pour laquelle je suis ici, c'est une bonne raison, en tout cas une bonne raison pour moi. Exact. Ouais, ça c'est quelque chose que j'enseigne souvent, c'est quand tu prends des décisions, peu importe c'est lesquelles, si c'est des décisions de cœur, le reste, c'est secondaire, la vie va s'en occuper, puis il y a une capacité d'adaptation aussi. Là, vous autres, toi, entre autres, j'imagine, je parle souvent de la capacité d'adaptation, mais toi, elle doit être très haute quand même parce qu'avec déjà, de changer 2 fois de pays, déjà, c'est des cultures différentes, c'est même un langage différent. Des fois, Oui. moi, Edmond, je le comprends la majorité du temps, mais c'est blague. Ouais, je suis assez connu pour ça. Même mes enfants qui me comprennent disent que les blagues, elles sont nulles. Mais c'est OK, juste parce c'est qu'ils juste les blagues qui sont nulles, en fait. non, je pense qu'ils connaissent pas l'art qui est en moi. Oui, c'est ça, exact. Mais tout ça pour dire que la capacité d'adaptation, tu sais, comment ça s'est passé quand toi, tu es arrivé complètement, tu sais, parce que c'est sûr que quand tu as changé de pays à l'âge de 7 ans, on n'a pas la même conscience. Mais là, tu es arrivé en tant qu'adulte, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que professionnel, et là, tu arrives dans un milieu qui est complètement différent et on va se le dire, le foot en Europe versus le soccer du Québec, c'est vraiment pas la même importance, la même mentalité, le même investissement. J'imagine que toi, les moyens pour arriver à ce que tu voulais en France, je ne sais pas si c'est en France exactement, mais Oui, en tout c'est cas, ça. oui, OK, en France, devait être comme exponentiel versus ce que tu dois avoir eu à faire ici avec probablement les moyens qu'on t'a donnés, que nous, au Québec, on appelle ça les moyens du bord, c'est-à-dire on s'arrange avec ce qu'on a. Alors, comment ça s'est passé, toi, d'arriver ici, une autre culture, on parle français, mais il y a quand même il y a quand même une différence au niveau du langage. Et toi, tu arrives avec un bagage aussi très en conscience, très axé préparation mentale et tout ça, à haut niveau pour des jeunes qui arrivent. Comment ça s'est passé? Moi, ça. Mais ça a été très très difficile pour moi parce que je vais te donner un exemple. Imaginons je vais au Vietnam et que je ne comprends pas du tout leur langue. Ben, si je les vois traverser la rue sur la tête, je vais me dire, oh, dans ce pays-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en arrivant ici, je comprenais la langue. Donc, je pouvais comparer. Et donc, si je peux comparer, je peux critiquer. Et donc, la grosse difficulté que j'ai eue en arrivant, c'est que j'ai importé la France au Québec et puis je critiquais. Euh, pour moi, le soccer, moi, m'a fait vivre. J'ai joué à des niveaux où je pouvais en vivre. Et j'arrive ici où le soccer, c'est assez récréatif. J'ai vraiment eu du mal à m'adapter parce que les moyens étaient pas mal, les moyens structurels. Je travaille dans des structures vraiment extraordinaires, mais le niveau des joueurs n'était pas à la hauteur des structures. Et comme en France, quand on n'est pas d'accord, on a tendance à se dire les vraies affaires, ben, j'ai essayé de faire pareil ici. Et j'ai cogné un mur parce que si, il faut savoir, il faut quand même savoir parler avec beaucoup d'amour.
Quand je dis parler avec beaucoup d'amour, c'est ne pas heurter les susceptibilités. Et j'ai vachement appris à modérer mon vocabulaire parce que quand les choses me plaisaient pas, j'avais tendance à le dire cash comme ça. Maintenant, je sais mieux m'entourer. J'ai aussi appris à découvrir la culture parce que j'ai passé des formations ici. J'ai fait une formation qui s'appelle Toscane, une formation basée sur justement, vous savez, le développement personnel. Et ça m'a permis de rencontrer comment les gens enseignaient ici. Parce que si tu veux t'intégrer dans un pays, je pense qu'il faut absolument que tu saches comment ils enseignent, c'est quoi les rapports de force, comment les gens fonctionnent. Et quand j'ai appris ça, j'avais le choix. C'était soit je prenais, soit je partais. Parce qu'en réalité, dans la vie, écoute, on a toujours un choix. Mais le problème, c'est qu'on pense que des fois, on n'a pas de choix parce qu'on ne peut pas assumer les conséquences d'un choix négatif. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de rester et puis j'ai décidé d'essayer de m'intégrer et surtout de faire attention qu'on a peut-être la même langue, mais c'est vraiment pas la même culture. Et que le soccer ici, ça représente pas la même chose. Ce que j'ai développé ici, c'était comment je peux amener la pleine conscience à mes entraîneurs, comment je peux amener la pleine conscience à mes jeunes joueurs du sport-études. Parce que peu importe le pays où tu te trouves, la pleine conscience, elle est quand même là. Ouais. Comment faire pour que ces jeunes qui ont décidé de jouer au soccer parce que c'était un moyen de les motiver pour l'école, comment faire pour qu'ils soient présents au moment où ils jouent au soccer et qu'ils ne pensent à rien d'autre? Comment tu fais ça, Edmond? Comment tu intègres ça, la pleine conscience dans le sport avec des jeunes? Toi, c'est des ados en plus. Oui, donc il faut savoir que je démarre de 5e année primaire jusqu'à secondaire 5. OK. Donc, la première chose, c'est de créer un cadre sécuritaire. Parce que il ne faut pas oublier que les jeunes, des fois, ils n'ont pas confiance en leurs paroles. Ils n'ont pas confiance en leur intervention. Si on ne crée pas un cadre où tu donnes ton avis et que tu n'es pas en contradiction, je vais te donner un exemple. Un jeune qui dit moi, je trouve aujourd'hui que la séance, elle était plate. Mais quand le jeune il dit ça, toi, tu n'as pas le droit de lui dire ben non, parce que c'est son avis qu'il donne. Si tu veux protéger sa parole, il faut que tu entendes son avis et après, tu peux donner la tienne. Donc, c'est vraiment la première chose que j'ai créée. La deuxième chose que j'ai essayé de créer, c'est que tous, on puisse connaître nos limites et on puisse connaître aussi nos qualités. Tu ne peux pas vivre en communauté si tu ne connais pas la limite de l'autre. Parce que ce que toi, tu vas prendre comme une blague, c'est peut-être quelque chose qui va venir, moi, m'offenser. Donc, c'était important qu'on arrive à créer ce cadre-là. Et puis, la troisième chose qu'on a essayé de créer pour travailler la pleine conscience, ça s'appelle les routines. En réalité, dans la pleine conscience, si moi, je me prends moi, là, de mon réveil jusqu'à mon coucher, déjà, quand je me lève, je me donne toujours 2-3 minutes où je suis juste présent à être réveillé. Ensuite, au moment où je déjeune, je suis en train de prendre conscience de ça. Mais c'est des petits flashs, ça devient automatique. Et donc, c'est des choses comme ça que j'ai essayé d'amener aux jeunes pour qu'on ait des routines de pleine conscience. Et là où j'ai eu le plus de mal, c'est avec mes entraîneurs. Ah, c'est ça, j'étais sûre. Parce que je pense que dans l'enseignement, allez, je ne vais pas généraliser, mais je pense que l'enseignement, c'est toujours celui qui sait versus celui qui apprend. Alors qu'en réalité, dans l'enseignement, il y a comment j'arrive avec ma vulnérabilité pour partager et accompagner la personne qui est là. Pour moi, l'enseignement, c'est plus un accompagnement que plutôt donner un savoir. Tellement. Et ce qui a été dur avec mes entraîneurs, c'est que eux étaient très cérébrales. Ils pouvaient donner une séance, mais tout se passait ici et rien ne descendait. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai autorisé les jeunes à nous évaluer. Puisque nous, on les évalue, puisque nous, on leur dit ce qui ne va pas, puisque nous, etc. Je leur ai donné aussi les moyens de nous évaluer, nous. Donc, quand un jeune... J'adore ça, parce que là, j'essaie de retourner tout ce que tu as dit, parce qu'il y a plein d'interventions que je veux faire, puis je ne veux pas te couper. N'hésite pas. C'est fou,
C'est vraiment pour ça qu'on s'entend si bien. On est tellement sur la même longueur d'onde, on a tellement la même vision, mais dans une approche différente et de l'exprimer différemment. Mais quand tu es parti en disant, c'est de reconnaître, en fait, quand tu dis, le jeune, s'il dit c'est plate, ben c'est pas d'essayer d'être en confrontation parce que tu n'es pas un contre l'autre, tu es en équipe avec. Fait que là, tu dis, ah, OK, parfait. Nous, tu sais, souvent, moi, ce que je veux dire, c'est je te vois, tu sais, je te reconnais, je vois ce que tu es. Peut-être que moi, je ne suis pas d'accord, peut-être que dans ma perception, tu n'as peut-être pas trouvé ça plate ou c'était peut-être pas plate. Mais effectivement, dans la pleine conscience, puis quand on veut bâtir une relation, c'est pas de dire t'es pas correct, ce que tu penses, c'est pas bon. C'est simplement de dire ah, OK, j'accueille ce que tu me dis, tu as trouvé ça plate, parfait. Puis après, ben, on peut bâtir avec ça. Mais à la base de ça, après, tu me dis quand tu vis en communauté, en société, mais aussi à la base, il faut que tu l'appliques à toi aussi. Tu sais, quand on ne reconnaît même pas que nous, on vit du chagrin, de la colère, de la tristesse, de la rage, de la déception. Tu sais, c'est d'abord et avant tout envers soi aussi. Comment je peux reconnaître qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Parce que si je ne suis pas capable de le reconnaître en moi, c'est clair que j'ai de la difficulté de le reconnaître en l'autre aussi. Parce que je vais toujours me sentir en confrontation, en incohérence. Fait que ça, c'était la première chose. Puis après, tu as dit, oh mon Dieu, j'ai pas tout retenu, mais ça me parlait tellement dans le fait de voir aussi chaque humain comme des êtres égaux. Tu sais, il n'y a pas personne qui est supérieur à un autre. C'est tellement un bel échange et c'est ce qui permet aussi, je pense, une belle biodiversité, puis c'est ce qui fait aussi la richesse d'un monde où il y a des enfants qui nous apprennent, il y a des aînés qui nous apprennent, nous, on leur apprend. Donc, c'est un échange. Et quand elle dit accompagner les gens, c'est exactement ça. Des fois, les gens disent ah, Evelyne, toi, tu es comme une coach de vie. Puis, ça me titille un peu parce que je ne me vois pas comme un coach, mais je me vois vraiment comme quelqu'un qui accompagne, qui est là pour aider la personne, mais vraiment en les faisant réaliser, puis que les réponses viennent d'eux autres et non pas que ça soit ah, tu dois faire ça ou tu n'es pas correct ou ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Pour moi, dans la pleine conscience, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ça. Mais j'ai justement te raconter une anecdote, tu vas voir, c'est drôle. Donc, la formation que j'ai faite, qui s'appelait Toscane, là, développement personnel, elle a duré 1 an. Et à la dernière journée, on a décidé, on appelle ça un feu de camp, mais c'est décidé de faire mais vraiment une belle fête tous ensemble. Sauf que le soir même, parce que je m'occupais d'un programme qui s'appelle les sélections régionales, où je devais sélectionner les meilleurs jeunes de 13 ans pour aller faire un tournoi. Mais qui dit sélection, dit coupure. Okay. Et je venais de quitter Toscane, où j'étais dans une énergie, mais vraiment très positive, parce que ça venait clôturer 1 an, et je devais aller dans une énergie que je détestais, parce qu'il fallait que j'annonce à des jeunes que j'allais les couper. Écoute, j'arrive dans la salle, les jeunes sont là, et je dois dire ce que je sélectionne ou pas. Et plutôt que de le dire, je leur ai parlé de ce que je ressentais. Wow. Et je leur ai dit, écoutez, ce que je suis en train de vivre là, ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que quand je coupe un jeune, et donc je leur ai exposé tout ça. Et tu vas rigoler, tu vas voir. Et à la fin, un des jeunes que j'ai coupé, après lui avoir expliqué tout le mal que ça me fait, son papa, il vient me voir et puis il me tape sur l'épaule en disant hey, courage. Donc là, je viens de couper ton fils, et puis tu viens en toute bienveillance me dire courage. Mais tu sais quoi? Ça, c'est la force de la vulnérabilité. Tantôt, t'en parlais, tantôt. Lorsqu'on se rend sincèrement vulnérable, parce qu'il y en a que c'est de la fausse humilité, de la fausse vulnérabilité. Tu sais, quand ils viennent partager, ouais, je vais vous partager en toute vulnérabilité. Ta gueule, ta gueule. Ça, c'est pas de la vulnérabilité. Quand vraiment tu t'en viens dans ton cœur, puis tu t'en viens simplement exprimer comment tu te sens, c'est rare que tu n'es pas bien reçu, puis généralement, il y a de la magie qui opère comme un père qui devrait, en théorie, être fâché, déçu, tout ça, qui vient te voir et te dire hey, courage, ça va bien aller. Tu sais. C'est ça la force, c'est ça qui est beau aussi dans la pleine conscience. Quand on se permet de simplement être soi-même et de l'exprimer, ça fait des miracles. Et en faisant ça, je ne sais pas combien il y avait de jeunes, combien il y avait de parents devant toi dans la salle, mais tu viens d'enseigner
une grande leçon et de leur dire, bien, si moi, je me permets d'être vulnérable, eux autres peuvent tous se permettre d'être vulnérables. Donc, pour moi, c'est ça l'enseignement. C'est encore bien plus puissant que des mots. C'est l'action que tu as fait qui leur a montré, qui les a inspirés de la journée que moi aussi, je vais me sentir mal, je peux me permettre d'en parler. Ou du moins, au moins à Edmond, qui est mon coach et tout ça. Donc c'est vraiment beau. C'est ça qui est… Mais la première année, j'ai vraiment souffert de ma vulnérabilité. Parce que je suis dans un milieu où, il ne faut pas oublier, on m'a fait venir d'Europe. J'ai été recruté sur 33 candidatures. Donc, c'est moi qu'on a retenu. Donc, quand je suis arrivé, ils ont créé beaucoup d'attentes sur moi. Sauf que quand je suis arrivé, je suis désolé, j'étais capable de dire je ne sais pas. Et ça a été très mal interprété. Ouais, comment ça se fait? On va chercher quelqu'un, il ne sait pas. Et comme si on voulait m'obliger à être capable de tout savoir. À être parfait. En fait, notre société veut qu'on soit parfait, qu'on soit performant en tout temps. Donc, j'ai souffert de… Ma vulnérabilité a été tellement mal perçue que j'en ai souffert, puisqu'ils ont associé la vulnérabilité à de l'incompétence. Ouais. Donc, mais quand on fait confiance au temps, tu sais, je fais toujours les choses pour les bonnes raisons, et le temps, il te donne raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après bientôt 6 ans, là, j'ai ma place. Mes entraîneurs commencent à parler avec leur cœur. Souvent, ils sont là, ouais, mais toi, avec tes ressentis, parce que pour te dire encore, j'emmène des jeunes à l'étranger chaque année. Je les emmène en Espagne. Pourquoi je les amène à l'étranger? Parce que le meilleur moyen de souder, c'est quand tu es hors de ta zone de confort. Et c'est le meilleur moyen au sport-études que ces jeunes-là apprennent à avoir confiance l'un à l'autre. Ouais. Et le thème de mon dernier voyage en Espagne, c'était oser sortir de sa zone de confort. Donc, on arrive, et puis le premier soir, je dis à mes coachs, ah, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et puis quand c'est comme ça, je sais pas l'expliquer. Ils me disent, mais pourquoi et tout. Je dis, je me sens pas bien parce qu'on dit à nos jeunes qu'on veut les sortir de leur zone de confort, et nous, on les amène dans des choses que nous, on contrôle. Je dis, donc, je me sens pas bien dans ça. Et là, je dis, demain, on va arrêter tout ce qu'on a prévu, et nous aussi, on va sortir de notre zone de confort. Donc, on a décidé on est parti dans une ville qui n'était pas prévue sur notre trajet. Et dans cette ville-là, on a décidé nous-mêmes d'aller découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça a été l'un des meilleurs moments de mon voyage parce que je me rendais compte que c'était facile de dire à nos jeunes de sortir de leur zone de contrôle quand nous-mêmes sommes dans notre zone de contrôle. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas, juste là-dedans. Ben, c'était pas cohérent pour toi parce que ça venait en incohérence avec ce que tu disais tantôt. C'est moi, je peux pas juste te dire quoi faire, pas le faire, pas être. En fait, toi, tu es un être qui a besoin d'être, justement. Ça va faire bien des êtres, là, mais d'être dans l'être. C'est-à-dire que tu peux pas être celui qui va juste dire quoi faire et tu n'es pas ce genre de personne-là. Tout comme moi, je ne suis pas ce genre de personne-là et c'est pourquoi il a fallu que je traverse beaucoup de choses dans la pleine conscience, moi-même, toute seule avec moi, avant d'être à l'aise pour enseigner certaines choses. Parce que tant que je ne l'appliquais pas dans ma vie, tant que je n'arrivais pas à l'intégrer, je ne me sens pas bien. Tu sais, comme dans mon programme, il y a plein de choses que je ne vais pas enseigner encore parce que ce n'est pas encore des choses qui sont assez assimilées et tout ça. Donc, quand je suis dans une incohérence, tout mon être me parle. Tu sais, quand tu dis je n'étais pas bien, je comprends tellement ce sentiment-là que je ne sais pas, je ne fais pas bien. Quand il n'y a pas de cohérence, ça n'arrive pas à se placer à l'intérieur. Tu sais. Et je pense que plus on avance, tu me diras si pour toi c'est ça aussi, mais plus j'avance dans mon chemin de libération, dans justement défaire tous les nœuds et tout ça énergétiques qui se sont présentés, toutes les croyances limitantes, tout ça, plus j'avance là-dedans, moins je suis capable de tolérer l'incohérence. Ça. Mais tu as totalement raison. Et puis, je te dirais autre chose. Je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est l'amour qu'on se porte qui doit être important. Moi, tu me connais un peu, mais j'ai beaucoup d'amour pour moi et puis j'ai pas honte de le dire.
Et si j'arrive pas à me dire que j'ai de l'amour pour moi, c'est compliqué que j'en ai pour quelqu'un d'autre. Ou si j'en ai pour quelqu'un d'autre alors que j'en ai pas pour moi, ça s'appelle un transfert. C'est Ouais. juste que je vis par procuration. Donc, euh, pour moi, là, dès qu'on fait les choses avec le cœur, impossible qu'on se trompe. C'est juste impossible. Après, tu sais, moi, quand on me connaît pas, je peux donner l'image de quelqu'un, ben, je m'aime beaucoup, je suis un but de ma personne. Oui, mais c'est normal. C'est normal que je m'apporte cet amour-là. Parce que c'est cet amour-là que j'ai en moi que je serais capable de partager après. Ouais. Ah oui, puis, tu sais, je te l'ai déjà dit, moi, ça a été, t'as été une grande inspiration pour moi à ce niveau-là parce que moi, je manquais d'estime, de confiance en moi et souvent, les gens qui avaient beaucoup d'estime, dont même, je dirais, mon coach et mentor aujourd'hui, François Lemay, la première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté parce que pour moi, il était fraîchier, il se prenait pour un autre, et, il parlait moi. Et je me rends compte qu'on a déjà eu cette discussion-là, mais j'ai déjà eu des préjugés envers les Européens, envers les Français, parce que il arrivait avec une espèce de confiance. Et moi, je le voyais comme une condescendance, je le voyais comme des gens imbus d'eux-mêmes et tout ça. Et, et grâce à toi, ça m'a permis d'ouvrir et de faire, mais non, le problème, il n'est jamais l'autre. Le problème, c'est jamais l'autre. Peu importe c'est quoi, le problème est toujours à l'intérieur de soi. Et moi, ce que ça reflétait, c'était mon manque de confiance, mon manque d'estime à moi. Donc, ça venait me déranger parce que moi, je dis souvent, il y a deux choses qui peuvent te déranger en l'autre. C'est soit quelque chose que tu as à l'intérieur et que tu n'es pas en paix avec ça, donc quelque chose, une mauvaise habitude, une façon d'être, une façon de parler, tout ça que tu n'aimes pas, donc ça vient te déranger, ou quelque chose que tu n'as pas et que tu aimerais obtenir. Alors, pour moi, c'était la deuxième option. Et je me disais, OK, alors si ça me dérange, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Et c'est là que j'ai confronté ça, j'ai fait face. Et à force en te connaissant, j'ai fait, ah, mais non, en fait, c'est moi qui ai à apprendre de lui parce que, tu sais, au départ, l'ego est là puis dit, ah, ben c'est ça, je vais lui apprendre comment revenir sur Terre ici au Québec. Nous, on n'est pas comme ça. Mais non, ta gueule, Evelyne, parce que c'était moi qui étais dans le champ. C'était Edmond qui avait à m'apprendre à m'aimer assez pour dire, ben voici, je connais ma valeur. Je sais ce que je suis. C'est pas d'être déplacé avec les autres, c'est juste, voici qui je suis. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, moi, je m'aime. Et ça, c'est la chose la plus importante que j'ai compris dans ma vie, c'est que l'amour de soi, il n'y a rien de plus important que ça. Et quand on s'aime assez, on se respecte assez aussi. On est capable de mettre nos limites. On est capable. Et tantôt, quand tu parlais justement, mettre les limites avec les autres, mais il faut d'abord les mettre aussi avec soi, puis ensuite être capable de les mettre avec les autres, puis pas juste de les nommer, parce que moi, je suis passée par différents stades dans l'apprentissage de ça. Et au départ, c'est de, oui, nommer, dire, hey, ça passe pas, mais après, je n'avais pas encore assez d'amour pour moi pour le faire respecter. Fait que là, je répétais, hey, non, ça passe pas. Non, non. Quand ça passe pas, ça passe pas. Il y a une action, il y a quelque chose qui fait que non, ça passera pas. Donc, autant envers soi qu'envers les autres. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai appris de toi, entre autres. Et moi, je me disais, ah, mais c'est tellement lui qui a raison, puis, mais ça venait me déranger, ça vient déranger toutes mes croyances, toute mon éducation, toute ma vie. On me dit, tu réussiras pas, arrête de rêver, t'es né pour un petit pain. Ici au Québec, tout est petit, hein, versus les États-Unis. Ici, on prend une petite bière, on a une petite maison, on a une petite femme, on a un petit affaire, on va aller jouer un petit jeu. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont une grosse maison, un gros char, une grosse entreprise, une grosse femme. Ils ont toutes de gros, ils ont think big, tu sais. Fait qu'on a à apprendre aussi des autres cultures, des autres. Moi, je trouve que ça, c'est une richesse qu'on devrait avoir. Et là, maintenant, avec mon métier, j'ai la chance, le privilège de côtoyer beaucoup plus d'Européens avec le web. On côtoie des Européens dans nos groupes et tout ça. Et je fais, ben oui, c'est tellement beau. Tu sais, autant qu'avant, ça me dérangeait, autant que maintenant, mais j'ai tellement à apprendre, tu sais. Mais tu sais, pour aller dans ça, là, je vais te raconter encore une anecdote avec un de mes entraîneurs. Un jour, il vient me voir en colère. Oui, j'arrête pas de leur dire aux jeunes de faire ça, et puis ils n'écoutent pas. Puis je le regarde, et puis je dis, est-ce que tu penses que
si tu n'arrêtes pas de leur dire et qu'ils n'écoutent pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu dois changer? Et là, il me regarde, il dit, ah, t'es reparti encore avec... On Et sait je lui bien, dis, Edmond. ouais, Edmond, ses émotions, c'est bien. Et je lui dis, non. Et je dis, écoute, tu sais, euh, être capable de s'imposer, c'est dire une chose qu'une seule fois. Si tu le dis plusieurs fois, c'est peut-être que tu utilises un chemin que eux ne reconnaissent pas. Et je dis, commence déjà par savoir c'est quoi leur capacité à entendre, et puis il faut que tu utilises leur capacité à entendre. Tu peux pas tout le temps parler en étant énervé après eux, et puis te dis, ils m'écoutent pas. Ben, peut-être qu'eux, ils savent pas recevoir ça. Ouais. Mais c'est vraiment important, je te dis, le travail qu'on fait auprès des jeunes, parce que ben, ce qui m'a le plus choqué au Québec, c'est la capacité qu'ont les jeunes à être très vite matures. Je vais te dire ce que je veux dire par là. Euh, Ils prennent l'autobus scolaire à 6 heures, d'accord? Ils prennent l'autobus à 6 heures du matin. Ils vont à l'école. Après l'école, ils vont au sport-études l'après-midi, donc dans mon sport-études. Après, ils rentrent chez eux vers 17 heures. À 19 heures, ils ont du soccer. Et ça, tout le long de l'année. Ensuite, dès qu'ils ont 15 ans, ils commencent à travailler. Parce que, ben, pour l'été, etc. Et puis certains, ils se mettent en couple dès 17-18 ans avec quelqu'un. Et là, ça m'a choqué parce que je me dis, à quel moment ils ont une adolescence? Moi, pour moi, là, je trouve que dans cette société, mais c'est pas une critique, c'est un constat que je fais. Je trouve que les jeunes sont très vite rendus adultes alors qu'ils ont encore leur cerveau d'adolescent. Résultat des courses, ben, ils se séparent après. Tu sais, le Canada, là, c'est un des pays où il y a le plus fort taux de divorce. Mais parce que, n'ayant pas eu cette adolescence-là, étant tout le temps sous pression, devant tout le temps être parfait, devant tout le temps, on leur en demande beaucoup. Donc, quand ils arrivent au sport-études, je veux absolument qu'ils comprennent que c'est eux qui vont donner la couleur du sport-études. C'est eux qui vont me dire comment ils ont envie d'être traités dans le sport-études. Parce qu'il fallait qu'ils aient un lieu où, enfin, c'est comme ça que je le vois, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il fallait qu'ils aient un lieu où, enfin, ils avaient le droit d'être imparfaits. Ouais. Ils avaient le droit de dire ce qu'ils n'aiment pas, sans qu'on soit à les confronter. Il y a un film qui va sortir, c'est Louis Morissette qui a réalisé ce film-là. Le titre exact, là, je crois que c'est La famille parfaite ou quelque chose comme ça. Là. Il y a famille dans le titre, ça va sortir soit cet été ou à l'automne. Et lui, ce qu'il a parlé, c'est vraiment justement de toute cette pression sociale-là sur les sports, sur les enfants, sur les ados, à quel point des fois, c'est les parents qui veulent réaliser leurs propres rêves à travers leur enfant et les poussent et les poussent et avoir toute l'anxiété de performance, tout ce que ça engendre comme dommages cérébraux, hein, parce que, veux pas, comme tu disais, ils sont jeunes. Et moi, j'ai appris dernièrement, je ne savais pas, mais le cerveau humain se développe jusqu'à 21 ans. Ça prend 21 ans avant que tout soit mature à l'intérieur de notre cerveau. Donc, imagine qu'est-ce qu'on leur demande, comme tu dis, à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et il y en a qui partent en appartement. C'est eux qui doivent gérer tout ce qu'un adulte doit gérer, mais ils n'ont même pas encore, comme tu dis, vécu tout ça, surtout dans le sport, parce que c'est des athlètes. Comme tu dis, c'est fou, là, de 6 heures le matin jusqu'à probablement 21 heures. Ils sont surstimulés. Et là, après, donc c'est vraiment intense. Puis ce que tu disais aussi, ça m'a remis avec, tu sais, quand tu disais, si tu es toujours en train de chialer après quelqu'un, puis dire, c'est pareil comme, je vais prendre un exemple, là, il y a une de mes clientes la semaine passée à qui j'expliquais ça. J'ai dit, mais si tu es toujours en train de leur dire, non, fais pas ça, ça c'est pas correct, tu es toujours en train de les réprimander, puis d'avoir un ton, soit qui est élevé, soit qui est sec, soit qui est bête, ou peu importe, bien, ils ne comprennent jamais elle est où la limite. Tandis que quelqu'un qui est capable de parler doucement, de nommer, la journée qu'il lève le ton ou qui est plus sec, là, l'enfant ou même l'adulte, même si, par exemple, toi et moi, jamais on a élevé la voix un contre l'autre dans notre relation d'amitié, mais si jamais tu levais le ton, toi,
hey, là, je saurais que j'aurais dépassé des limites. Mais sinon, c'est dur, surtout pour un enfant, de comprendre elle est où la limite. Parce que, bah, maman, elle chiale, maman, elle crie tout le temps, maman, elle dit toujours non. Donc, peu importe ce que je vais faire, ça va être comme ça. Donc, quand tu parlais de ton entraîneur, mais c'est exactement ça. S'il passe son temps à dire ah, là, vous n'êtes pas correct, là, le jeune va se dire bah, peu importe ce que je vais faire, il ne sera jamais satisfait. Donc, aussi bien de faire que ce que j'ai envie. Et des fois, quand on est adolescent, c'est l'autorité est peut-être des fois pas nécessairement quelque chose qu'on respecte et qu'on se dit, mais si on est en face de quelqu'un comme toi qui leur parle, qui les voit, qui les entend, qui leur permet d'être qui ils sont et de nommer leurs sentiments et tout ça, c'est clair qu'ils ont un plus grand respect envers toi. Mais, tu sais, il y a une chose que vraiment j'ai retenue dans ma vie. Les personnes retiennent qui on est. Ils ne retiennent pas qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on fait. Mes entraîneurs, des fois, là où ils faisaient l'erreur, c'est qu'ils se disaient, plus je vais apporter des éléments techniques, plus je vais faire progresser les joueurs. Or, moi, je dis, une fois que tu as gagné la bataille de l'affectif, que le joueur et toi, il y a une connexion qui se passe, ben, là, tu l'as déjà fait progresser. Parce que dans 10-15 ans, il va retenir qui tu étais et non pas quel enseignement tu lui as donné. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête parce que pour moi aujourd'hui, un entraîneur qui, par exemple, qui est tout le temps en train de chialer, c'est juste parce que ça sort de sa zone de contrôle ce qui se passe. Mais des fois, quand ça sort de ta zone de contrôle, hey, juste observe. Analyse pas. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Regarde les connexions que ça prend et pourquoi ça les prend. Mais ça, c'est encore difficile dans ce monde-là parce que on associe facilement, l'entraîneur associe facilement un résultat à ah, je suis bon, je suis bon. Et même si c'est l'ego, bon, ils veulent pas entendre ça encore, c'est que l'ego. À partir du moment où tu es en train de parler de oui, je suis fort, ouais, je suis ça par rapport à l'autre, ouais, ben, là, c'est vraiment l'ego. L'ego, il est dans la comparaison. Parce qu'en réalité, quand tu es juste dans la justesse, ben, ça peut paraître. Je vais te donner un exemple. Je fais une formation d'entraîneur et puis les entraîneurs, ils arrivent et je fais une séance d'entraînement. Et ça se passe très mal, mais très très mal. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas compris, le ballon il va dans tous les sens. Et moi, je dis rien. J'observe. Et pourquoi je dis rien? Parce que, hey, tu viens de mettre en place un exercice que les jeunes ne connaissent peut-être pas, qu'ils interprètent à leur manière. Donc, laisse-les 5-10 minutes qu'ils s'ajustent. Sauf qu'au moment où ça va mal, j'ai mes entraîneurs qui veulent apporter des solutions. Ils veulent changer l'exercice. Ils veulent faire. Je dis, non, non. Si vous changez l'exercice, vous ne leur avez pas donné l'opportunité de s'ajuster. C'est tellement vrai, ça. Avec n'importe qui, hein, quand on essaie de contrôler et de protéger les autres, on les empêche de faire leur propre expérience. C'est ça. Et ce qui est difficile, c'est que, ben, en tout cas, la pression sociale qu'ont les entraîneurs ici, c'est qu'il y a les parents qui regardent. Et puis, comme les parents, ils payent assez dispendieux le coût du passeport, ben, ils s'attendent à un service de qualité. Mais un service de qualité ne veut pas dire qu'au début, ben, c'est un peu la cacophonie, parce qu'il faut que les enfants, ils apprennent. Et ça, ils avaient du mal avec ça au départ. Je suis tellement d'accord avec toi. Et tu sais, pour ceux qui nous regardent, faites le pont avec votre vie, là. À quel point, tu sais, François Lemay dit souvent, le con contrôle et le maître maîtrise. Et nous, on est souvent dans le con, qui essaie de tout contrôler. Puis là, nos enfants, on ne veut pas qu'ils se fassent mal. La personne qui est en avant de nous, on pense que si on y dit comment on se sent, l'autre personne va avoir de la peine, fait qu'on ne le dit pas, on veut protéger. Et là, quand on est dans ça, on n'est pas dans soi, on n'est pas en train de vraiment vivre et d'accueillir ce qui se passe. Et on empêche l'autre aussi de grandir. On empêche l'autre de... Parce que c'est pas vrai. Tu sais, pareil comme souvent on dit, si un parent que son enfant a toujours des problèmes d'argent, puis qu'au lieu de le laisser s'organiser, il donne toujours de l'argent en pensant qu'il l'aide. Mais en fait, c'est que ce jeune-là n'apprend pas comment régler son problème parce qu'on le règle pour lui. Fait que j'ai vu la même chose sur ton terrain de soccer. Si les jeunes, ils ne sont pas capables, parce que c'est clair que tu apprends mieux par toi-même. Donc, si le jeune,
il fait un entraînement de merde et après, il va le réaliser, là. Et tu n'as pas besoin de lui dire que c'est un entraînement de merde. Tu peux juste lui demander, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu penses que tu as donné le maximum de toi? Est-ce que tu penses que… Et le jeune, des fois, il va faire comme… Ah, ben, l'adulte aussi, là, on parle de jeune, mais l'adulte aussi, c'est comme… Souvent, ils vont faire comme Ah, ouais, OK, non, c'est vrai, j'ai pas donné mon maximum. Est-ce que j'ai été parfait? C'est pas ça que je veux savoir. C'est pas ça que je demande de toi d'être parfait. Mais je demande, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as observé? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que, tu sais, et c'est ça qui vont forger leur identité, leur caractère, leur force. Et probablement que c'est ça qui vont faire qu'un jour, ils vont être meilleurs et ils vont gagner. Mais comme tu disais tantôt, c'est la même chose. C'est que toi, tu as appris à la dure au début, à te faire connaître, à te faire respecter pour qui tu étais vraiment. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que tu pourrais te trouver un travail partout au Québec dans Oui, ton bien sûr. sport parce que tu as été capable de dire, ben c'est ça, voici qui est Edmond. Puis les gens sont habitués maintenant à ton genre d'approche et tout ça. Mais autant que tu te faisais critiquer au départ, le fait que toi, tu as resté là-dessus C'est parce que ça. tu savais que ça venait de ton cœur, mais aujourd'hui, tu as le respect de probablement tous ceux qui te bitchaient il y a 5 ans, probablement que maintenant, ils te veulent dans leur équipe et ils ne veulent plus t'avoir contre. Non, mais tu as totalement raison. Et ben, tu sais, pour moi, il y a pas de recette miracle. Je vais te donner un exemple. Des fois, quand je fais un exercice, un nouvel exercice de soccer que je vais proposer aux jeunes, j'en parle à ma fille. Elle a 13 ans, elle fait du théâtre, elle connaît rien au soccer. Si elle comprend, c'est que eux peuvent comprendre. Ah, Parce j'aime que, ça. tu vois, parce que je pars du principe que euh, si ta consigne, elle est simple, ben, ça va favoriser le fait que l'enfant, il peut se l'approprier lui. Sauf que des fois, les coachs, ils mettent en place une séance. Hey, elle est trop cérébrale, la séance. Il faut faire ça, ça, ça. Et alors que la vie, elle est simple. C'est simplement nous qui pensons que si c'est juste simple, c'est plate. Parce que comme on… Tu sais, j'ai dit un truc qui me choquait le plus. Mes jeunes, quand ils faisaient du sport, ils pensaient que la qualité, c'était, allez, il fallait en faire beaucoup, 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 beaucoup. Alors qu'en réalité, la qualité, c'est aussi prendre le temps de s'occuper de soi. La qualité, c'est aussi prendre le temps de faire autre chose, prendre le temps de marcher. Mais ils voulaient tout le temps, allez, on joue au soccer. En plus, on a loué le plateau pendant 1 heure. Il faut qu'on remplisse les 1 heure. Eh non, ça marche pas comme ça. Et toi, tu Peut-être que leur là, il y arrives a… avec des expériences de respiration et tout ça, puis comme, hey, on peut-tu jouer au soccer? Mais on m'a pris J'imagine pour un tellement le topo là, extraterrestre. des jeunes, fait comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Un extraterrestre qui arrive là. Un jour, on a regardé un film, c'était un film sur le racisme. Et puis, j'ai une maman qui a pété un plomb parce que elle a inscrit son fils au soccer et non pas regarder un film. Et en fait, je voulais montrer aux enfants, c'est quoi la tolérance. Donc, je te dis, au début, là, j'ai été pris pour un extraterrestre. Ouais, je comprends ça. Il y en a peut-être qui nous regardent, qui se sont sentis comme ça beaucoup. Mais ce que je trouve beau, c'est que de plus en plus ici au Québec, en tout cas, la société s'ouvre à la spiritualité, à une nouvelle façon peut-être de voir le monde. On se rend compte que notre société est malade. Et si on continue de faire la même chose, tu sais, je pense que c'est Einstein qui disait la folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Et là, c'est comme s'il y a un éveil de conscience de masse qui dit OK, ben ça va pas. OK, mais ça va pas. Il faut changer quelque chose. Et là, les gens vont s'ouvrir à d'autres horizons. Et moi, je trouve ça beau que tu amènes la pleine conscience dans le sport et surtout avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est eux notre avenir de demain. Donc, si ces jeunes-là apprennent à nommer qui, à nommer leurs sentiments, leurs émotions, à s'affirmer et à se permettre de pas, excuse-moi, de pas être parfait, mais imagine qu'est-ce que ça va faire comme société demain, c'est Mais, fantastique, là. mais je te dirais que ça a aussi des inconvénients. En fait, je disais aux jeunes que ils avaient le droit d'évaluer nos exercices, ils avaient le droit de nous critiquer, ils avaient le droit. Sauf que ces jeunes-là, quand ils sortent de mon cadre, ils le font avec leur entraîneur dans le club, ben, ils ont été sanctionnés. Donc, un exemple tout simple, euh, c'est un jeune, il a fait des camps de sélection. Et puis, le lendemain, je lui dis, c'était quoi? Ils t'ont évalué sur quoi? Je lui dis, je sais pas. Il dit, hey,
La prochaine fois que tu vas aller en camp de sélection, demande-leur sur quoi ils t'évaluent. Comme ça, tu peux le mettre en avant. Ah ouais, ouais. Donc, il va le demander à l'entraîneur. Ben, l'entraîneur l'a très mal pris. Donc, ce qui est difficile, c'est que je crée un cadre. Mais après, il faut que le jeune fasse le discernement parce que peut-être quand il sera dans une autre situation, ça ne sera pas le même cadre. Donc, je ne fais pas toujours du bien là-dedans parce que à moi, ils ont le droit de me dire que c'est plate. Et puis, je l'accepte. Mais si je leur donne le pouvoir de leur parole et qu'ils l'utilisent ailleurs, mais peut-être qu'ils peuvent être sanctionnés là-dessus. Ben oui, mais c'est correct aussi. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ils vont faire leur propre expérience. Et ensuite, ils vont décider aussi, si justement les gens qui les sélectionnent n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas la même ouverture, bien, ce jeune-là, il peut décider aussi de dire, ben moi, j'ai pas envie de travailler dans un esprit comme ça ou avec un coach comme ça ou dans une équipe comme ça. Fait que, oui, sur le coup, ça peut être déplaisant parce qu'il se fait recouper, recaler, mais d'un autre côté, est-ce que à moyen terme, à court terme, c'est déplaisant, à moyen terme, il va être beaucoup plus aligné et il va être probablement beaucoup plus performant. On le voit dans n'importe quelle équipe. Si le mindset est bon, généralement, c'est beaucoup plus facile de gagner. Tu peux avoir les meilleurs joueurs au monde. Si les gens s'entretuent entre eux autres, ça ne fera pas un bon match et ils ne gagneront pas. Donc, c'est un peu le principe aussi ben, toi, tu leur offres le meilleur de toi, de tes connaissances, de qui tu es. Et après, ben, c'est à eux à faire leur propre choix puis à décider justement quand est-ce qu'ils vont s'en servir et quand est-ce qu'ils Mais vont le garder dans leur poche. après, je sais même pas si je fais ça pour eux. Je pense que avant tout, je fais ça pour moi. Oui. Je fais ça parce que aujourd'hui, il faut savoir que je suis la même personne à mon travail, je suis la même personne à la maison. C'est des gens qui ont tendance à cloisonner, qui pensent qu'il y a le travail, il y a la maison, il y a la relation avec les enfants. Moi, je cloisonne pas, c'est un tout en un. Donc, partout où je suis, je cherche d'abord à être heureux, je cherche d'abord à être bien. Après que les autres en profitent, je suis content. Mais je ne le fais pas en me disant, ah, je pense que je vais faire une différence dans sa vie. Et je suis personne pour dire ça. Mais je pense que si je crée un cadre dans lequel je suis bien, ben, je vais être heureux, c'est tout. Oui, puis quand tu es heureux, ben, tu es en haute fréquence, tu es en haute vibration, toute est énergie. Donc, toi, si tu rayonnes, tu permets aux autres de leur envoyer ta lumière et c'est ça la beauté. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que on doit se mêler de nos affaires. On doit s'occuper de soi en premier. Et quand on s'occupe de soi, qu'on prend soin de soi, alors là, on est en cohérence. Et quand on est en cohérence, on est en plus haute fréquence. Quand on est en haute fréquence, on a un impact positif sur les gens. Imaginez combien de fois que vous avez vu une personne et vous dites, ah, quand cette personne-là rentre dans la pièce, on sent sa lumière, on sent, on ne sait pas pourquoi, mais elle nous rend de bonne humeur, tout ça. Mais son taux vibratoire, sa fréquence est élevée. Alors, sa job est faite. Il y avait Neil Donald Walsh qui disait dans une conférence, il disait I'm here to heal the place. Lui est ici pour guérir la place simplement par sa fréquence. Il savait qu'il y avait un impact. Moi, j'ai connu le docteur Yulen, je ne sais pas si tu connais Edmond, avec la technique du Ho'oponopono. Lui, ce docteur-là, je pense que c'est aux États-Unis, il avait été engagé dans une prison où est-ce que c'était des gens qui ne sortiraient jamais, c'était les pires crimes commis et tout ça. Et il n'a jamais rencontré les détenus, mais de par ce qu'il faisait la méthode du Ho'oponopono à journée longue, cette aile-là, au complet, elle a fermé. Les gens ils ont été relâchés, ils ont été transférés dans d'autres prisons, tout ça, simplement par sa rayonnance, par sa vibration, sa fréquence. Il est allé guérir, il est allé purifier. Donc, quand on est amour, quand on est joie, quand on est sérénité, ne sous-estimez jamais la portée que ça a sur vous. T'sais. Pas sur vous, mais oui, sur vous en premier, mais sur les autres, et pas mal plus que vous l'imaginez. Ouais, moi je pense vraiment que il y a pas forcément de recette, mais je pense que quand on fait les choses pour nous, sans calculer, juste être ancré là en soi, ben, ça donne des belles répercussions. Et moi, je suis quelqu'un, je calcule pas, tu sais. Là, je suis là, on entend parler, je calcule pas ce que je dis, ce que je fais. Je suis juste là, présent, et je suis content d'être là. Et puis je me dis, comment je peux faire pour que la joie que j'ai à l'intérieur, elle puisse s'exprimer à l'extérieur. C'est toujours ça. Là, je suis dans ce combat-là entre, je ressens ça à l'intérieur et ça.
ça donne quoi à l'extérieur? Parce que les gens ne voient que l'extérieur, Ouais. mais nous, on ressent. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager. Tu sais, quand tu te sens bien, tu partages. Après, prends qui veut, mais C'est moi, ça, exactement. On n'a rien préparé pour ce matin, tu sais, puis on ne sait c'est pas ça. qui va l'écouter et tout ça. Mais tu sais, je lis Nathalie Riff-Benjamin qui a écrit tantôt Coucou, tes mots arrivent juste au bon moment. Je pense que même, elle est même plus là. Nathalie, écris-nous si tu es encore là. Mais je pense, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle est venue peut-être à la moitié, elle est peut-être venue quelques minutes et est repartie. Mais on a dit exactement ce qu'elle devait entendre à ce moment-là. C'est ça la magie de la vie. C'est la vie va te placer au bon moment, au bon endroit si tu t'occupes de tes affaires, si tu demandes, si tu es simplement là. Et moi, je dis souvent une phrase, c'est qu'est-ce que la vie apporte dans mon assiette aujourd'hui? C'est ça que je vais manger. Tu sais. Je vais danser avec la vie, j'apprends à danser. Des fois, on met un pas en arrière, des fois, c'est 2, des fois, c'est 3, mais à un moment donné, on ravance, puis à un moment donné, on va sur le côté. Et comme un arbre aussi, on se laisse bercer par le vent. Au lieu de dire « Ah, il y a du vent, ça me tombe peur, je ne veux pas avoir du vent! » Puis là, de rester bien, bien droit, ben, tu craques, tu casses. Tandis que l'arbre, lui, il va danser avec le vent, puis il va faire comme « Ah oui, il y a du vent. Oh, il y a de la pluie. Ah, il y a de la neige. Ah, je perds mes feuilles. » Tu sais, il n'est pas en train de capoter comme nous, on fait en tant qu'humains. En tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment mes rituels, parce que une fois que que je suis posé 2, 3 minutes juste à savoir comment je vais, et sans penser, sans analyser, mais bizarrement, l'état émotionnel dans lequel j'étais, peut-être un état négatif, disons que j'étais en colère contre moi, mais ces 2 minutes-là, c'est suspendu et je suis centré sur moi. Ouais. Et en fait, à force de faire ces choses-là, mais je suis quelqu'un qui stresse très peu. J'ai beaucoup de recul dans la vie parce que je sais très bien que si je vais pas bien et que je me pose pour juste me ressentir, ben ces 2 minutes-là, mon cerveau il pense plus. Et notre cerveau là, ça fait du bien de le mettre en pause. Je dis pas que j'y arrive des heures, mais mes rituels ils me sauvent. Je sais que le matin je fais ça, midi je fais ça, etc., etc. Et des fois même je suis là, hey, bon, hey, allez, je suis pressé là, allez, je vais me mettre dans mon rituel parce que je donne un exemple là, quand je termine mon sport-études, je dois faire les choses que je déteste le plus, c'est-à-dire l'inventaire du matériel, racheter du matériel, euh, tout ce que j'aime pas, l'administratif. Toute l'administration. Voilà. Mais comme je sais que j'aime pas ça, plutôt que de me mettre dans un état négatif, hey, je me pose et puis je me dis, hey, je vais faire ce que je peux. Et puis c'est pas grave. C'est ça que ça apprend, c'est ça que ça apporte, hein, la sérénité, d'arriver à se dire hey, c'est correct. Voici ce que je vis, puis ça va passer, hein, parce qu'il faut toujours se rappeler que tout change, tout passe, c'est des cycles. Donc, peu importe, c'est d'avoir la foi que ça aussi, ça va passer. T'sais, dans Forrest Gump, il disait ça aussi, ça va passer. C'est comme, c'est correct, prends-le, vis ce que tu as à vivre et après, ça va se passer, mais ce à quoi tu résistes persiste. Donc, si tu ne veux pas le vivre, tu ne veux pas le sortir, tu ne veux pas y aller, bien, ça va juste s'accumuler, puis à un moment donné, ça va sortir parce que c'est une loi, à un moment donné, ça fait partie de la vie. Donc, c'est vraiment ce que tu dis, c'est beau, hein? Quand les gens me disent « j'ai pas le temps », ah ben voilà, encore plus, c'est là qu'il faut que tu le fasses, t'sais. Si tu penses que tu n'as pas le temps, ben prends-le temps, parce que ça veut dire que tu en as vraiment besoin, t'sais. Alors, c'est vrai, le 2 minutes, mais la cohérence cardiaque, c'est un bon outil que moi, j'ai utilisé quand j'ai commencé la pleine conscience et quand j'ai commencé à vouloir gérer mon stress, mon anxiété et tout ça. C'est une petite application que vous pouvez télécharger, la cohérence cardiaque. Ils disent recommander 5 minutes, mais si tu en fais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà énorme. Et à force de le faire, ben, comme Edmond, moi maintenant, ça peut me prendre 2 secondes, revenir dans l'instant présent, revenir dans mon centre et me calmer. Pourquoi? Parce que je l'ai pratiqué des milliers, des milliers, des milliers de fois. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'une grosse cérémonie pour me remettre dans mon centre. Une question de secondes et j'arrive à me reposer. Mais ça a pris des milliers de fois pour le faire. Hein? C'est comme n'importe quoi, comme un apprentissage de quoi que ce soit.
Et tu dois le faire, le répéter. Et quand tu dis c'est un rituel, exactement, un rituel, ça se fait constamment et de façon consciente. Juste de dire, OK, je vais prendre 2 minutes pour moi. Déjà, je fais juste dire ça et je le sens dans mon corps que, OK, c'est comme un point d'ancrage. C'est comme moi, je fais souvent ça ici, tu sais, hey, good job, bravo. Et ça, c'est un ancrage pour moi. J'ai juste à faire ça. J'ai pas besoin de me dire, ouais, bravo, t'as bien fait ça, blablabla. Non, simplement de faire ça, tout mon corps, toutes mes cellules font comme, fierté. Yes, on a fait de quoi de bon, tu sais. Fait que, hey, Edmond, on pourrait jaser comme ça pendant des heures et des heures et des heures, mais ça fait déjà presque 1 heure, moins mon 4 minutes que j'ai parlé tout seul au début. Mais je te remercie énormément, Edmond, parce que tu es vraiment une grande source d'inspiration. Et moi, je suis contente que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes autour de toi parce que tu es en train de leur enseigner que par qui tu es. Ils vont se rappeler de toi. C'est clair que quand Edmond passe dans notre vie, pour une raison ou pour une autre, on s'en rappelle. et c'est vraiment, non, c'est un compliment, mais on le dit en riant parce que on sait un peu la personnalité qu'on a un et l'autre, mais reste que ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est en s'occupant de soi-même. C'est aussi égoïste, égocentrique que ça. Si tu veux changer le monde, ben change ton monde intérieur. Va voir ce qui se passe à l'intérieur. Occupe-toi de toi et c'est là que tu vas pouvoir avoir un impact beaucoup plus grand sur les autres parce que c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu es. Alors, c'est vraiment dans tes actions que les gens vont comprendre à quel point tu peux les aimer, à quel point tu es une bonne personne. C'est pas parce que tu dis « Ah, moi, j'ai fait telle bonne action. Ah, moi, j'ai… » Ben non. Simplement en étant qui tu es, en prenant soin de toi. Et les autres vont apprendre à prendre soin d'eux, eux autres aussi, par eux-mêmes. Et c'est là qu'on apprend beaucoup mieux que quand on se fait dire quoi faire. Tu sais, qui aime se faire dire quoi faire? Il n'y a pas grand monde, hein? Un merci immense, Edmond. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en terminant. Ben, non, je voulais te remercier. Tu sais, là, je viens de passer un bon moment à moi. Donc, tu vois, là, je me sens bien. Et puis, cet après-midi, je vais bien profiter de ça. Génial, Je te merci. remercie beaucoup. Merci Bye bye. énormément. Puis s'il y en a qui ont besoin d'aide pour avancer peut-être dans ça, qui ont besoin, sachez que ma page Facebook, c'est que du contenu gratuit. Ma chaîne YouTube aussi, il y a plein de belles entrevues comme ça avec des gens extraordinaires que vous pouvez aller voir gratuitement. Et si jamais vous avez besoin d'aller pousser plus loin et que vous voulez investir en vous, bien, je vous invite à consulter mon site internet qui est evelindesrochers.ca où est-ce que vous allez pouvoir voir les différents services, les différentes options. Et ce que j'ai vraiment fait, c'est des options pour tous les prix pour être sûr que ça ne soit pas… je ne veux pas que la pleine conscience soit accessible à seulement ceux qui ont les moyens financiers. Parce que pour moi, c'est ma mission de vie, c'est d'avoir un impact sur le plus grand nombre de gens possible parce que c'est comme ça qu'on va le faire. Plus l'éveil de conscience de masse va se faire, plus les changements, on va les voir opérer dans le gouvernement, dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation et tout ça. Donc, pour moi, c'est une mission de vie. Alors, il y a beaucoup de gratuité pour m'assurer que ce soit tout le monde qui puisse accéder à ces enseignements. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été là avec nous en direct. Merci à ceux qui le regardent en rediffusion. Si vous avez aimé ça, vous pouvez le partager. Merci encore une fois, Edmond, et au plaisir de se revoir bientôt. Merci tout le monde. Salut, bye bye. Bye.